Le métier d'aidant est un métier noble, que l'on doit choisir par vocation, en toute connaissance de cause, pour la place celui-ci va tenir auprès de ses patients. Ces patients, sont des personnes que les aléas de leur statut d'homme, vieillissant, ont rendu fragiles, livrés par le dépouillement psychique, physique et social que la vie leur a infligé. Sont devenus, à l'extrémité de leur vie, analogues à ce qu'ils étaient au tout début de leur existence. Mais plus exigeants encore pour leurs besoins, leur morphologie, est bien plus encombrant par l'attention qu'ils réclament. Alors, autant l'enfant qui débute l'existence a de potentiel d'acquisition, de créativité, de joie, autant ces personnes vont inévitablement vers des pertes d'énergie, de performance physique, du ralentissement de leur dynamisme et de leur mouvement. Autant un bébé génère de gaieté, d'espérance, de l'intérêt, de l'affection spontanée, autant ces hommes et ces femmes, par leur aspect, leur marche vers leur disparition, engendrent une sorte de rejet, car on peut voir en eux notre propre futur. Ça nécessite un accompagnement très professionnel, une qualité d'empathie, voire de compassion. Il sera nécessaire surtout de montrer une éthique vigilante pour reconnaître et conserver en ces êtres la noblesse de l'être humain, reconnaître dans ces corps en déchéance et dans ces esprits parfois perdus ce souvenir de l'étrangeté, de cette énigme irréductible dans sa grandeur que représente chaque homme sur terre, quel que soit son aspect, les protéger, les encourager à vivre et surtout reconnaître que chaque vie est unique et précieuse et doit être soutenue. L'ordre de Malte, dès le début de son existence, s'était incliné devant cette fragilité en affirmant « Monseigneur le malade ». Comme eux, on doit pouvoir voir en chacun de ces êtres déclinants un frère. Ceux qui s'engageaient dans cet ordre, à l'époque, semblaient dire en substance « Mon frère humain, qui va bientôt disparaître, je dois te protéger et t'aider, quelle que soit ton apparence désormais, quelle qu'ont été ta vie et ton expérience, quelle que soit la différence. Tu es mon frère. Et la faiblesse, ta faiblesse, passe avant mes préoccupations personnelles. » L'énergie, ça fait partie de notre existence. Chaque être humain, dans chaque vie, par chaque vie, se définit d'abord par une énergie de vivre. Énergie qu'aucun appareil, bien sûr, ne peut mesurer, car elle n'est pas d'ordre physique. Mais on peut l'éprouver. C'est ce que ça relèverait de ce que le philosophe Bergson appelait au début des années, au début du XXe siècle, l'élan vital. C'est-à-dire un potentiel de vie qui permet à chaque être de vivre, de grandir, d'évoluer et de se réaliser. Ça pourrait être une pulsion permanente de ce que Freud nommerait la libido, ou force sexuelle de construction. Une énergie créative qui ne serait pas uniquement la recherche de plaisir sexuel, mais pourrait être aussi le désir de vivre, avec plus ou moins de puissance. Cette énergie se manifeste différemment selon les âges. Quand l'enfant vient au monde, elle n'est pas encore manifestée, bien sûr, mais jour après jour, semaine après semaine, elle va se déployer, grandir et littéralement exploser dans ses manifestations et performances. Pour illustrer ce déploiement, j'ai envie de prendre l'analogie de ce que décrivaient les médecins énergétiques chinois à l'époque, à travers l'acupuncture. La première énergie qui se trouve en chacun à la naissance nous fait dire que
tout le monde ne naît pas avec la même quantité d'énergie. Tout le monde n'a pas la même puissance, le même potentiel. Chacun naîtront forts et d'autres fragiles. Certains puissants et d'autres chétifs. Les médecins chinois appelaient cette énergie héréditaire ou ciel antérieur. Autrement dit, le capital énergétique légué par les générations qui nous ont précédés. La deuxième phase, c'est l'énergie nourricière ou ciel postérieur, qui varie dans la journée selon un rythme nictéméral. Elle est fournie par l'alimentation, elle est plus puissante le matin et dans la journée et moins forte la nuit. C'est au rythme de ces énergies que les anciens médecins distribuaient des médicaments pour obtenir un maximum d'efficacité. Mais par exemple, si on veut distribuer de nos jours de la cortisone, il faut la donner précisément à des heures fixes. Parce que vous avez une chute du cortisol dans l'organisme. Et donc, ça existe encore de nos jours. Maintenant, on ignore ces variations minuscules de l'énergie. Enfin, l'énergie définitive, c'est le capital de chaque être humain qui les maintient en bonne santé. Les médecins chinois l'appelaient le qi, Q-I, le qi. Elle se présente sous deux formes. Cette énergie yin et yang est présente dans tout l'univers, masculin, féminin, soleil et lune, jour et nuit, construction et effacement. Au milieu de la vie, l'existence est à dominante yang, c'est-à-dire la pleine force, et la vieillesse est de plus en plus yin, si on croit toujours cette médecine chinoise. L'enfance et la jeunesse seraient yang, et la sénescence à dominance yin jusqu'à l'immobilité, et c'est la fin de vie. Il peut arriver que la rencontre de l'aidant, qui est encore en pleine force de la vie, l'aidant et yang, ne se comprennent pas toujours avec le vieillard à dominance yin. Il s'ensuit des malentendus, ou voire des conflits. L'aidant a l'impression qu'on lui pompe son énergie, et que ça le fatigue, et que c'est récurrent. Donc il peut aussi être agacé de sentir la non-compréhension, le non-ajustement de ses énergies. Le monde, l'univers n'est pas statique, mais un environnement dynamique. Rien n'est stable. Héraclite, un philosophe de l'Antiquité, le décrit ainsi: on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est-à-dire que l'eau qui te passe, ça ne sera jamais la même qui vient toucher ton corps la deuxième fois. En d'autres termes, rien n'est permanent. On change de minute en minute et on vieillit, et c'est normal, c'est une courbe descendante. La traversée de la vie, c'est une évolution lente mais continue. Et parfois on peut le dire que c'est une métamorphose, un changement radical. Partout dans la nature, on a ces métamorphoses. Une chenille devient papillon, un tétard, une grenouille. La transformation se trouve ainsi dans le monde entier, le monde physique, mais aussi dans le monde psychique. Ça commence dès la conception, par deux cellules mâles et femelles qui vont, quand elles se rencontrent, immédiatement fusionner dans l'utérus en une seule cellule, qui va évoluer. Première grande transformation, après leur fusion, la cellule unique va commencer à se multiplier constamment, entraînant des changements morphologiques. Au cours des semaines, des mois, la forme va prendre celle que tous les êtres vivants qui se sont succédés au cours d'évolution vont prendre. On passe du stade poisson, l'embryon ressemble à un reptile, puis un mammifère, pour devenir au bout de 9 mois, l'ultime créature, l'être humain. Quand il arrive à terme de ces transformations, il va venir au monde.
Mais les changements vont continuer, sous la forme d'un bébé, puis d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte, d'un vieillard. Les changements continuent constamment. Les formes vont se modifier, mais la pensée, le psychisme également. C'est ainsi que l'homme va chercher un sens au monde, des explications. Son psychisme va se transformer. Il aimera et sera aimé. Il va parcourir la vie à qui il cherchera un sens, et puis la mort viendra et cherchera un sens également. Ainsi, tout le long de leur vie, les hommes vont se transformer. De l'éclatante beauté de l'adolescence, qui va s'épanouir, l'être va peu à peu se flétrir. Les pensées, les actions, les comportements vont évoluer. Et les hommes et les femmes vont chercher toute leur vie à interagir, à trouver une place au milieu des autres dans la société. Un bébé qui vient d'arriver au monde, qui trouve tout naturel d'être aimé par sa mère et sa famille, constate, dans la mesure où il peut être conscient, mais il le constate de toutes ses forces, que c'est une évidence, puisqu'il est au monde, d'être aimé. Autrement dit, si on pouvait formuler cette pensée, ce bébé dirait « Je suis aimé car je suis au monde ». Ce n'est pas tout à fait faux, car les enfants qui ne sont pas aimés deviennent des hommes pathologiques quand ils vieillissent. Ces premiers temps de la vie ne s'effaceront plus jamais. Et tous les hommes et les femmes garderont, tout au fond de leur inconscient, le souvenir engrammé de leur certitude, de leur première impression dans la vie. Je dois être aimé, puisque je suis dans le monde. Mais cette information, jamais explicite, va devenir une demande constante, silencieuse. Je dois être aimé, je le réclame, car je suis au monde. Aimer, ça prend la forme, par exemple, de ma dignité. Je réclame ma dignité. Ou mes droits, ma légitimité. On me les doit, car je suis au monde. Mais pour être aimé, il faut aimer soi-même. Comme la mère aime son enfant, l'enfant en retour aime sa mère. L'amour peut se manifester sous forme d'amitié, de sympathie, de compassion, voire de consolation. Il est vrai qu'être au monde, c'est la soif d'être aimé. Et les gens le ressentent comme un dû. Dans la première partie de sa vie, le corps va subir les ultimes changements, les dernières métamorphoses, un processus progressif. Les pertes sont lentes, elles ne sont d'ailleurs pas distribuées pour chacun de la même manière. C'est ainsi qu'on fera la différence entre l'âge chronologique, c'est-à-dire l'âge du calendrier, l'âge biologique, l'état de santé, l'âge psychologique, et c'est surtout dans ce domaine que se manifeste le plus le vieillissement, perte de l'attention, difficulté d'apprentissage, perte de performance auditive, visuelle, de motricité, et perte bien sûr de l'énergie vitale. Les pertes handicapantes, selon l'OMS, commencent à 60 ans, puis traversent 3 époques, que l'OMS qualifie ainsi de 60 à 65 ans, on est un jeune senior. De 75 ans à 90 ans, on est un senior, et 90 ans et au-delà, on est un grand senior ou vieillesse tardive. Mais les vieillesses sont toutes différentes. Toutes différentes, elles dépendent de l'hérédité, du mode de vie, du passé plus ou moins sportif, de l'alimentation, des addictions, de l'environnement, des événements, des traumatismes. Et il n'y a donc pas une vieillesse, mais des vieillesses, selon la façon dont les personnes l'abordent. Dans le vocabulaire français, on utilise des substantifs nombreux pour désigner le vieillissement. C'est un senior, un ancien, un aîné, troisième âge, vieux, vieillard, des euphémismes ou des mots péjoratifs jusqu'au moment où, sans ambiguïté, une personne devient une personne âgée dépendante. Monsieur Lécuyer considère quant à lui que vieillir se traduit par un désinvestissement de la réalité extérieure et un investissement de son moi
tandis que les grands systèmes qui font fonctionner leur organisme s'épuisent et s'usent. Par exemple, pour les os, ça sera une ostéoporose. Pour les muscles, la sarcopénie. Vieillissement cardiaque, rigidation des artères, destruction des cartilages articulaires. Les facultés d'échange ralentissent, la vie affective se simplifie, créant une demande constante, très archaïque. Je veux être aimé se transforme en « occupez-vous de moi ». En une sorte de repli sur soi-même, on devient très peureux, comme tous les petits-enfants. Les facultés sensorielles vont s'estomper. La vision, l'audition et même le toucher, la sensation de la douleur change et s'altère. Le goût va disparaître peu à peu, sauf pour le sucré. Dans le même temps, l'environnement humain a changé. Les proches ont disparu, entraînant un isolement affectif. Peu à peu, le statut social ne compte plus, et la crédibilité de la parole, peu à peu, amène le grand vieillard à l'exclusion. En dehors de cette aliénation, toute la conscience d'être au monde reste un peu, et en même temps qu'elle demande de l'affectivité, ces personnes manifestent une grande méfiance, voire une hostilité pour les autres. C'est ainsi que surviennent parfois des incompréhensions entre la personne et le soignant. Les 4 représentations fondamentales qui structurent toute personnalité, et dans ce cas plus particulièrement les personnes âgées, seront perturbées. La perception inconsciente du moi, trouble mineur de la personnalité, on ne sait plus qui on est. L'espace environnant se réduit à celui de la chambre à coucher, ou la pièce dans laquelle la personne se tient. Tout changement de lieu perturbe cette personne profondément. Les pertes dans l'idéation. Cette personne rencontre des difficultés d'expression et de compréhension de la vie quotidienne. Et même les codes inconscients des petits gestes de la vie de tous les jours sont plus perçus comme allant de soi. Enfin et surtout, la compréhension du temps, elle disparaît. Le temps devient comme immobile, faute de rendez-vous, de rencontres, d'échanges. La vieillesse pathologique devient peut-être décrite comme de la sénilité. À l'extérieur, on l'évalue avec une échelle qui s'appelle le GIR, groupe iso-ressources, qu'on mesure de 1 à 6. Ou plutôt l'inverse. À 6, on a des troubles mineurs, à 1, gravissime. Et les allocations viennent quand on est vers 3 ou 2. Enfin, cette sénilité signifie également le désintérêt des autres pour quelqu'un qui n'a plus de ressources d'échange, et commence les maltraitances. Aider ne constitue pas à du gardiennage. Il ne s'agit pas d'accomplir des tâches ménagères, c'est-à-dire laver, manger, mobiliser, torcher. Il s'agit d'établir une relation responsable et vigilante. C'est pourquoi l'aide à la personne est un métier à part entière, que l'on peut revendiquer comme un métier du soin par excellence. C'est pourquoi elle est légitimée auprès des pouvoirs publics. On les appelle aidants familiaux ou aidants naturels, et sont profondément impliqués dans une relation affective de proximité. C'est une relation, ces aidants, ça peut être un conjoint, pacsé, un marié, un parent, un enfant, un voisin qu'on a choisi mais de toute façon qui relève d'un lien affectif. Ce rapport est tellement impliquant qu'il peut conduire à l'épuisement, qu'on a été obligé d'imaginer des lieux et des temps de répit pour les aidants. Cette relation est tellement prenante qu'il est arrivé que l'aidant disparaisse avant la personne qui l'aide. Quoi qu'il en soit, les aidants doivent avoir une rémunération, un statut qui doit être donné par les pouvoirs publics, venu de l'assurance vieillesse, garanti par les lois 2020-2024. Le décret sera appliqué en 2025.
Mais il existe aussi des aidants salariés proposés par des associations et entreprises sociales qui définissent, selon la profondeur du handicap et du contact avec les familles, pour des tâches quotidiennes, mais surtout le calendrier horaire. Être exact au rendez-vous, être toujours à la même heure, est extrêmement important. Ça remet le temps en marche. L'aidant, sa place, il sera au centre du réseau qui concerne toutes les professions qui tournent autour de l'aide à la personne. L'aidant doit éviter le transfert. Enfin, transfert, c'est le mot qu'on emploie en psychanalyse, mais il doit garder sa distance. S'il est trop proche, il participe à cette marche vers l'anéantissement. S'il est trop loin, c'est technique, il doit suivre une distance bien définie. Il faudra bien définir également quelle est l'autorité qui va réguler l'ensemble des aides. Toute action de terrain doit être très clairement définie, clairement hiérarchisée, liée par un contrat de confiance et de conscience d'ailleurs. Autrement dit, une évaluation doit être par le médecin, l'infirmière, la famille, doit être pratiquée régulièrement. L'aidant doit fixer ses rendez-vous et s'y tenir. Et surtout, écouter. Écouter, c'est la dynamique de vie du vieillard. C'est la seule tribune qui justifie, bien sûr, et qui demande confiance, patience, compréhension, professionnalisme. Mais écoutez, c'est comme ça qu'on maintiendra le dynamisme de la personne âgée qui perd ses moyens. Écoutez ce qu'il a à dire.